permettre et accélérer les transitions environnementales et sociales dont on a besoin, construire une société qui soit durable, accessible et robuste. Mais chez Make Sense, on ne travaille pas que avec les entrepreneurs et les entrepreneurs, on travaille aussi avec les zones parties prenantes de la société. Et on est convaincus, sont indispensables et il est indispensable de travailler avec eux ensemble des parties prenantes, donc tout le monde avec toutes nos différentes casquettes, y compris nos casquettes de citoyens et de citoyennes. Donc on accompagne les citoyens et les citoyennes dans leur contribution à ces transitions, d'abord avec pour comprendre les sujets complexes et la société complexe dans laquelle on évolue, mais aussi pour passer à l'action, donc pour leur aborder des ressources pour passer à l'action et agir sur ces sujets. Et on travaille aussi avec des acteurs publics et des grosses entreprises qui sont actifs sur les différentes chaînes de valeur et dans les différents secteurs, pour les accompagner sur leur transformation interne, pour leur permettre de devenir aussi proactifs dans ces transitions. Donc nous, pour répondre à ce sujet-là et pourquoi je participe aujourd'hui, on a priorisé chez Make Sense le sujet de l'agriculture et de l'alimentation durable, parce que c'est au cœur de cette société inclusive, plurale et robuste pour nous montrer plus la clé. Et donc on essaye d'aligner toutes les planètes, toutes ces parties prenantes avec lesquelles on travaille pour accélérer la transition, la chaîne de valeur. Donc autant avec les citoyens qu'avec les grandes organisations publiques et privées et les entrepreneurs qui sont eux aussi au contact des consommateurs et des consommatrices. Merci pour l'invitation. Moi, c'est Yim. Et donc, moi, je suis ingénieure à Nantes. J'ai monté une entreprise qui s'appelle Calibration, qui est un système de notation environnementale pour les bâtiments. Et j'ai rejoint, depuis 4 mois, c'est assez récent, Planet Score en tant que directrice des développements et des partenariats. Planet Score a pour mission d'agir pour la transition agricole et écologique, donc pour une agriculture qui soit soutenable. Comment ? À l'aide d'un système de dotation environnementale sur les produits alimentaires. Concrètement, c'est une étiquette qui permet d'avoir une note de AAE, un peu comme le Nutri-Score par exemple, et qui donne des détails sur la biodiversité, les pesticides, l'utilisation des ressources, le matériel. Donc, c'est à la fois un système qui permet de mettre en valeur les pratiques des agriculteurs, justement, qui agissent pour la transition écologique, et qui le met en valeur auprès des consommateurs, qui est le seul système qui permet d'aller jusqu'au consommateur. Pourquoi ? Parce que KM-Score, c'est un organisme indépendant. C'est un système qui a été créé avec des scientifiques et des ONG. Et c'est ce qui permet justement de lutter contre le greenwashing et d'avoir un terme de confiance qui, disons, permet d'avoir une vision plus objective et de communiquer, d'avoir un indicateur qui permet de communiquer entre les différents acteurs de la filière, que ce soit les agriculteurs, les transformateurs, les distributeurs et jusqu'aux consommateurs. Que dire de plus en termes de levier ? Chez Planet Score, déjà, c'est lutter contre le greenwashing et du coup, via un indicateur et une marque de confiance qui permet donc à des agriculteurs, à des marques de valoriser leurs efforts auprès des distributeurs qui sont leurs clients ou les consommateurs. On est là aussi pour éclairer les consommateurs. Donc, vraiment, l'idée, c'est de proposer un affichage qui soit simple, qui soit compréhensible, ludique, qui permette de comparer des produits entre eux. Parce que quand on a une donnée grammes de CO2 pour 100 grammes, ça veut dire grand chose. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre de comparer des produits entre eux
Et on agit également beaucoup avec le gouvernement, les pouvoirs publics, tant au niveau France qu'au niveau européen, pour faire changer les réglementations, pour influencer notamment sur les enjeux d'affichage environnemental. Voilà. Bonsoir, moi je m'appelle Elsa, je fais partie de la démarche Shikitaski. Et en fait, j'en fais surtout partie entre les lieux en tant que consommatrice. La démarche Shikipatron, c'est une marque de consommateur. Et c'est super important parce que pour nous, en fait, on se place pas en dehors où on regarde en tant qu'observateur les consommateurs. En fait, on en fait partie, c'est notre marque, c'est nos produits qu'on va créer. Et je pense que ça, c'est vraiment le détail super important qu'on peut mettre sur cette Patron. Et chez Patron, on crée des produits qu'on appelle solidaires avec les producteurs, parce qu'ils vont bien rémunérer les producteurs. Et on en a entendu parler à la table ronde précédente. La rémunération, c'est également des enjeux majeurs pour les producteurs. Que vous avez juste amené, je sais pas si vous connaissez là, ça c'est le produit plus connu chez Seki Patron, c'est le lait. Vous avez marqué ce lait, la valeur ajoutée plus son producteur ou sa vétérinaire. Mais voilà, c'est vraiment, on a 25 produits et qui tous, et c'est vraiment notre boussole crânière, rémunère bien les producteurs et renforce en fait la place du producteur dans la relation à la fois aux consommateurs, à la fois avec les différentes parties prenantes, que ce soit les partenaires fabricants, la distribution aussi. Et la question qu'on se pose nous toujours à chaque fois, c'est de quoi a besoin le producteur pour mieux vivre. Et c'est une question qui peut paraître assez banale et assez, vraiment de bon sens, mais finalement, c'est une question qu'on pose pas si souvent que ça. Et quand on a créé la marque en 2016, c'était le moment de la crise des quotas laitiers. Donc il y avait vraiment beaucoup de lait qui était jeté, beaucoup de détresse des consommateurs, pour voyer beaucoup de nous en tant que consommateurs. Et la question, en fait, que simplement nous, on s'est posé, c'est de dire, ok, sur la pecte de lait, il manque combien de centimes pour que les producteurs soient bien rémunérés? Et en fait, cette simple question, finalement, elle est jamais vraiment posée. Et on s'est aperçu que pour que les producteurs puissent bien vivre, il manquait 8 centimes sur une brique de lait. 8 centimes sur une brique de lait, si on fait à peu près la consommation moyenne des Français, c'est 5 litres de lait par personne. Donc, mis bout à bout sur une année, nous, en tant que consommateurs, ça va nous coûter à peu près 5 euros. Donc, c'est 5 euros pour nous. Alors, tout le monde ne peut pas forcément se le permettre, mais si on peut se le permettre, c'est 5 euros pour que, à l'autre bout de la gêne, en fait, il y ait des producteurs qui puissent bien vivre de leur métier. Et ça, c'était du coup le premier constat de qu'on a fait, et l'envie de se dire, ok, c'est pas forcément facile de savoir sur quoi, ou comment, en fait, pouvoir aider les producteurs, comment faire en sorte que quand je fais un achat en rayon, je vais avoir un véritable impact. Et là, c'était le moyen le plus facile pour nous de se dire, ok, on va construire des produits qui rémunèrent bien les producteurs, qu'on construit avec eux. Bon, c'est eux qui ont aussi décidé de quelle est la juste rémunération pour eux. Et nous, en tant que consommateurs, on va aussi construire les produits. Et ça, c'est pour ça que c'est la marque du consommateur, c'est que on va, chaque fois qu'on crée un produit, avoir un questionnaire en ligne, et on va choisir le cahier des charges qu'on veut avoir pour ce produit. Donc, on va co-créer ce produit, qui va avoir aussi un impact sur le prix final. Et c'est se dire que derrière, on est aussi, nous, en tant que consommateurs, on est prêt à payer ce prix pour soutenir les producteurs. Et ça, c'est super important parce que on en parlait je pense que c'est tout l'objet de la question là, sur la mobilisation des consommateurs. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Est-ce qu'il y a une différence entre le discours, les actions? Là, en tout cas, c'est qui le patron? Je pense que c'est une belle démonstration que nous, en tant que consommateurs, on est prêt à s'engager, même si derrière, il y a un prix qui, parfois, est légèrement supérieur. C'est pas toujours le cas, mais quand on a lancé la brique de lait en 2016, en moyenne, une brique de lait, ça coûtait 69 centimes. La brique de lait, quand on l'a lancée, elle coûtait 99 centimes. Donc, à 30 centimes de plus. Et pourtant, très rapidement, c'est devenu la brique de lait la plus vendue. Donc, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc, ça veut aussi dire qu'il y a quand même des exemples où on est capable de se mobiliser collectivement. Le facteur de succès, je pense, dans cette démarche chez Seki Patron, c'est vraiment que, c'est nous en tant que consommateurs qui sommes au sens. C'est vraiment, on part du consommateur, c'est notre démarche. Donc,
Ça, c'est super important parce que souvent, en fait, le consommateur, il est un peu en extérieur et comme on pense à ce qu'il voudrait en tant que personne finale, mais il n'est pas dans la prise de décision. Et ça, c'est super important. Et la deuxième chose, c'est d'avoir un cap très clair. Pour nous, c'est le soutien au producteur via la juste rémunération. Et ça, je pense que ça guide toutes nos actions. On est aussi en contact avec les producteurs, il y a une vraie confiance aussi qui s'installe. Et c'est ça, en tout cas, pour moi, je pense, qui fait le succès aussi de ce qui est. C'est super intéressant parce que je pense que justement la question du prix, c'est quelque chose que je voulais aborder. Et c'est une excuse et une limite réelle pour mon autre consommateur. En fait, c'est plus cher de consommer certains bio, génétiques, etc. Et du coup, je ne m'ai plus permettre. Et de voir que des exemples comme ces kits patrons, qu'il ne démontrera pas de côté de ça, si je fais cette erreur récente. Et nous, on met tout le temps en contact avec des consommateurs qui sont engagés, et je pense toutes les marques ici le sont. Mais il y a aussi des consommateurs qui le sont moins. Ce qu'on disait dans la session de l'année avant, c'est aussi qu'on constate que souvent les gens savent comment, elles savent ce qu'il faudrait faire pour changer et savent comment. Ils ont du mal à se lancer, se mobiliser. Donc, comment est-ce que vous faites pour aussi atteindre ces consommateurs qui n'ont pas déjà en fait une idée en tête de consommer d'une façon plus durable ou qui priorisent plutôt le prix sur d'autres lutteurs? Je pense que Je pense qu'en fait, il y a la grande majorité des consommateurs n'en savent pas. Et que aussi en travaillant avec des consommateurs engagés, on a tendance à avancer que tout le monde sait, mais je pense qu'il y a encore plein de gens qui ne savent pas et pas je pense que c'est extrêmement complexe. Donc, la première étape pour moi, c'est de le simplifier aussi. Pas simplifier dans le sens gommer des aspects, mais simplifier dans l'explication et les différents pas où on a. Et je pense que les deux initiatives, que ça soit Black Score avec un scoring entre A et E et à fait et d'aller, ou c'est par contre une question, une question très simple qui est comment on améliore la rémunération des producteurs. En fait, ça permet de simplifier et d'embarquer plus simplement aussi les consommateurs et les consommatrices. Donc je pense que là, il y a une vraie première étape d'essayer d'accompagner la compréhension d'enjeux hyper complexes tout en restant hyper humble parce que cette complexité, on est dedans aussi. c'est de là que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment on fabrique des produits alimentaires. En plus, on a été beaucoup trompés, je pense, dans les publicités à l'époque. Donc, je pense que c'est déjà un premier point. Comment on fait pour sensibiliser les gens pour qu'ils comprennent en fait, comment on produit la nourriture qu'on mange. C'est presque un sujet, on va dire, politique pour demain. Comment ils vont peut-être tomber l'éducation internationale, peut-être qu'il manque des ONG, voilà. Nous, en tout cas, chez Nadescore, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait l'asset scoring qui soit posé sur le maximum de produits et sur des canaux de distribution assez classiques en fait, que ce soit chez Eats Twitter, quasi Carrefour, Monoprix, Franprix, mais aussi Biocoop, Greenpeace, en fait qu'on se retrouve dans un maximum d'endroits où vont acheter les gens quoi. Vraiment l'idée c'est de rendre ça accessible et plus grand nombre parce que nous on a un système d'information avant tout. Donc nous, il n'y a pas de choix à faire. Quand l'idée c'est vraiment de rendre accessible l'information au plus grand nombre. Et de la même manière qu'aujourd'hui, quand on achète de la viande, il y a écrit les origines. L'idée c'est de rendre ça accessible. Et en fait, même si les gens ne sont pas capables, des fois, étant donné leur budget, d'acheter en fonction, à un moment, ils ont moins d'informations. Et c'est vraiment ça notre objectif à nous. Et un autre moyen qu'on a, c'est le fait d'essayer de travailler avec un peu plus de distributeurs, marques, d'agriculteurs, mais aussi en travaillant avec des applications mobiles comme Plus RC que Choisir, comme NADEP, pour espérer
travailler avec davantage d'acteurs qui proposent de l'information aux consommateurs. Ouais. Ça, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient d'être dit. Par exemple, si je reprends un peu sur l'exemple du lait, si j'ai aucune idée de pourquoi je dois payer plus cher une brique de lait qu'une autre, il est très probable que j'aille vers celle qui est moins chère. Assez naturellement, en fait, si je sais pas pourquoi, je vais me diriger vers ça. En revanche, à partir du moment où j'ai l'information, je sais, j'ai compris, j'ai confiance aussi, et c'est ça, je pense que par exemple, c'est qui va se passer, c'est que à partir de ce moment-là, je vais décider, dans la mesure du possible, j'en ai les moyens évidemment. J'écarte un peu la partie où j'ai pas les moyens, mais si j'ai les moyens, je vais prendre la décision en fait de faire le choix qui paraît correspond à ce qui a plus de sens. Et vous garantir du moment où on m'a donné des informations, j'ai de la transparence et j'ai confiance, ça change tout, je pense. Et pour revenir sur la première question, et en fait sur l'agriculture régénérative aussi, ce qu'on disait avant, à mon avis, il y a quand même un vrai enjeu de comprendre ce que c'est l'agriculture régénérative. En fait, c'est pas simple. On le voit dans la vidéo, même en tant que producteur et cutter, c'est long à expliquer. Il faut avoir un peu de temps, il faut quand même être... je pense qu'ici, on est dans des gens intéressés, dans une volonté, en fait, d'en savoir plus. Mais c'est pas forcément facile. Donc, si je suis pas au courant, comment est-ce que je vais faire pour m'y intéresser et avoir envie de peut-être payer un prix supplémentaire parce que je sais à quoi ça va servir derrière. Et ça, je pense que c'est la clé. Je suis sûre que si dans la rue, on pose la question à plusieurs personnes de ce que c'est l'agriculture régénérative, quasiment personne ne soit défini. En fait, alors du moment où je sais pas ce que c'est et à quoi ça sert, c'est très dur. Et le point de vue, moi je dirais que le point de vue humain, c'est super important. Partir du producteur. En fait, c'est aussi ça. Toutes les histoires qu'on entendait tout à l'heure, tout ce qu'on voit dans la vidéo, tout part du producteur, de l'humain. En fait, on a envie d'aider les producteurs à vivre de leur métier, à ce qu'on ait encore des producteurs dans 10 ans, à ce que, bien sûr, puis il y a enjeu, mais c'est aussi, je pense que le sort des producteurs qui nous intéresse, c'est le ramener à ça au départ. Ça aiderait aussi, je pense. Et pour compléter sur le passage à l'action ou le non-passage à l'action, même si on sait, déjà, je pense qu'il y a plein d'études qui démontrent, j'en ai en tête, mais je chercherai après, mais il y a plein d'études qui démontrent que, en fait, quand on ressent pas, on n'est pas dans la sensation, et quand c'est purement intellectuel, pour plein de gens, c'est beaucoup plus difficile de passer à l'action, et c'est le cas sur tous les sujets en fait liés à la transition environnementale, par exemple. Tant qu'on n'a pas ressenti ce que ça veut dire de vivre à plus de degrés, peut-être c'est une super dur de se projeter et de changer ses habitudes, notamment de consommation, par exemple. Et donc de la même façon, en fait, si on n'arrive pas à comprendre dans ses sensations ce que ça veut dire que continuer à consommer des produits alimentaires qui viennent d'une agriculture conventionnelle, en fait, c'est hyper dur de se projeter. Et quand on n'a pas le budget, très vite, on switch. Donc, je pense qu'il y a un vrai enjeu à travailler collectivement, et ça relève politique et d'éducation nationale peut-être, mais à travailler collectivement, comment on aide les gens à se projeter. Et après, le deuxième point que je voulais donner, c'est qu'on a vu ces 2 dernières années que le marché du bio, par exemple, était plutôt en décroissance. Et on a vu par contre que les acteurs du bio qui ont été les plus résilients et qui ont continué à faire de la croissance, c'est pas forcément les acteurs qui marketent le fait qu'ils vendent du bio. Et qui sont sortis en fait de ce raisonnement et qui axent plutôt leur communication, que ce soit sur une alimentation bonne, sensée, mais qui l'ont marketé autrement. Ils sont sortis purement de la mise en avant marketing du bio. Et d'ailleurs, les dernières campagnes de l'agence bio en France, elles sortent de cette axe marketing et de communication purement bio. Et là, plutôt vers, par exemple, travailler sur la précarité alimentaire.
ils font des campagnes, donnant l'Agence Beauf et des campagnes sur la précarité alimentaire en parlant de cuisiner des produits bruts, cuisiner des produits bruts, pardon, en circuit court, bio, mais c'est pas le premier moment. Et ça, je pense qu'il y a plein de lobbies d'agriculture conventionnelle qui ont tout fait pour bien complexifier les choses et faire peur aussi sur le bio. Et du coup, c'est vrai que ces dernières années, on s'est retrouvé sur un marché où c'était beaucoup plus clivant et contre-productif de parler de bio ou de bio-régénératif ou de régénératif en général. Donc, je pense qu'il faut aussi collectivement être créatif dans la manière de le mettre en avant. Peut-être, moi j'ai quelques chiffres qui sont intéressants et qui suscitent un peu d'espoir, mais notamment sur l'impact des systèmes de stock scoring. On a reçu une étude il y a 3 mois, autrichienne, qui avait comparé la willingness pay, l'élasticité prix de produits avec un système de scoring Planiscore en fonction des chiffres en fait à l'CVE. Et en fait, on observe que, bon là c'est ces chercheurs qui ont mis ces chiffres, mais on observe que quand c'est un produit noté à B ou plus, il y a une envie une acceptabilité de payer plus 73 centimes au kilo par rapport à quand il n'y a pas de données. Pareil, alors ça nous a étonné, quand il y a Planet Score D, par rapport à rien, les gens sont prêts à payer 23 centimes de plus. Donc ça montre la confiance que peuvent avoir les consommateurs en fait en le produit, et ça montre aussi qu'il y a un progrès à la ligne. Ça, je trouve ça intéressant parce que ça montre bien que les gens quand même, s'ils ont les informations, en fait, on voit bien qu'ils peuvent orienter leurs achats. Et le deuxième point, là pour le coup, Planet Score, ça a 2 ans. Nous, on est déjà en pleine croissance. Il y a plus de 300 marques et 135 000 produits évalués. Donc, on espère que vous allez pouvoir retrouver ces scorings le plus possible dans les rayons. Mais dans un acteur qui est présent depuis très longtemps, c'est Nutri-Score. On voit l'impact réel de Nutri-Score sur à la fois de la pénétration sur le marché. Donc, on passe de 26% des céréales, 90% de céréales sont dotées Nutri-Score en 5 ans. On a une amélioration nutritionnelle des céréales. Enfin, je veux parler des céréales parce qu'il y a une étude sur ça. Et surtout, en fait, ce qui est intéressant, parce que il y a évidemment éclairer les consommateurs, mais nous, notre objectif, c'est de faire en sorte... on considère que les consommateurs sont un levier, mais la transition se fait que par le consommateur. Et il y a aussi les entreprises. Et en fait, c'est parce que on voit, parce que ces systèmes de scoring vont être incitatifs pour faire en sorte que les distributeurs, les marques fassent changer leurs recettes et leurs pratiques agricoles. Et en fait, on observe justement avec Nutri-Score que il y a une grosse amélioration justement des recettes. Et donc nous, c'est vraiment ça qu'on veut créer, mais cette fois-ci plutôt pour ailleurs transition écologique dans l'agriculture. Et aujourd'hui, donc ça fait 2 ans, et on le voit déjà, on a beaucoup de marques qui travaillent avec nous pour progresser, tant en termes de recettes, mais aussi en termes de pratiques agricoles. Mais je trouve qu'il y a des marques qui ont été pénalisées par des Nutri-Score, justement, les EF, ou je ne sais pas. Non, c'est pas pénalisant. Tu veux dire, les gens j'aime moins. Je pense que oui. Je pense que, en tout cas, moi, j'ai pas les chiffres du Nutri-Score, mais il y a des chiffres qui montrent bien qu'il y a des reports vers les produits mieux notés. Ouais. Et c'est ça, en fait, qui fait que les marques, K-Bugs et autres, le prennent au sérieux, en fait. Parce que en réalité, c'est quand même des acteurs internationaux qui acceptent de jouer le jeu d'un barrière français comme le Nutri-Score. Donc, s'ils le prennent en compte sérieusement et qu'ils modifient leurs recettes, c'est que ça a un réel impact sur les
les choix du consommateur. Et enfin, je trouve que c'est ce qui est très vrai, c'est qu'on a tendance à penser qu'en tant que consommateur, l'impact qu'on va avoir, on a du mal à savoir comment le matérialiser, est-ce qu'on a vraiment l'impact, etc. Et je trouve que c'est là-dessus, justement, c'est des exemples hyper intéressants aussi de se dire, par nos choix, on arrive en fait à créer de réels changements. Et c'est vrai là sur le Planet Score, c'est vrai sur ce qui passe, on arrive à tirer la filière du lait vers le haut. On le voit, en fait, on a des espèces de mastodontes aujourd'hui, de partenaires fabricants, ou même les distributeurs qui aujourd'hui prennent le message quand même de la rémunération producteur. Ils l'utilisent à leur façon. Ok, mais en tout cas, on a vu la rémunération augmenter. Et ça qui aurait dit que nous, les consommateurs, on en réussirait à avoir cet impact-là. Ça, je pense que c'est hyper important d'insister sur ça, parce qu'en fait, nous tous, on a le pouvoir de faire changer les choses, et ça, il faut pas le minimiser. Et je pense que plus on va se rendre compte qu'on a des initiatives comme ça, sur lesquelles on arrive à avoir de l'impact, on arrive à la fois sur la vie des producteurs, à la fois sur la façon dont les produits vont être construits, sur une filière tout entière, c'est ça qui donne le l'espoir et qui se dit, ok, en fait, je suis pas un spectateur de ce qui va se passer, parce que quand on rentre, si on fait du sable du cours ou ça rend du sable long, tout ça, c'est pour nous. Et en fait, c'est quand même à nous de décider de ce qu'on veut. Et on arrive vraiment à changer les choses quand on le décide tous ensemble. Et ça, ce message quand même d'espoir est super fort parce que ça donne envie d'aller beaucoup plus loin sur plein d'initiatives en fait. Il y a un autre exemple qui est assez flagrant aussi sur le pouvoir des consommateurs, des consommatrices et qui vont dans la direction d'une transition aussi environnementale de la chaîne de valeur, c'est les sécurités sociales de l'alimentation. Où en fait, on voit que dans le choix des produits, quand c'est le cas dans la gouvernance et dans l'organisation, en fait, les consommateurs et les consommatrices, quel que soit leur niveau de vie et leur budget, vont vers les produits qui sont mieux disant, mieux faisant en termes d'environnement. Donc, il y a vraiment, quand on peut, quand on nous donne la capacité de faire, et c'est que le bâtiment en est un excellent exemple, mais il y en a plein, ou les supermarchés coopératifs d'ailleurs, on va naturellement vers des sujets mieux pour le producteur et la productrice et mieux pour la mère, quoi. Du coup, il y a plein de leviers différents qui fonctionnent, que ce soit du scoring, des données, de la science, du marketing, de la pub, etc. C'est quoi le rôle de la collaboration entre les différentes marques et comment est-ce qu'on peut réfléchir collectivement pour amplifier ça un peu plus et trouver des coalitions qui nous permettent d'accélérer ce processus? Je pense que le premier sujet, c'est Koen et Yarim l'a mentionné, c'est l'influence, le plaidoyer et le changement des règles aussi économiques et politiques. Et je pense donc il y a plein d'exemples qui démontrent que si on travaille ensemble en engageant l'ensemble des parties prenantes, on peut faire changer les règles et pénaliser ceux qui ont des pratiques qui sont vicieuses pour l'environnement et pour les consommateurs, consommatrices. Et donc, je pense que c'est urgent qu'on travaille tous et toutes main dans la main. Et enfin, nous, ce qu'on voit avec les entrepreneuses qu'on accompagne, c'est que c'est déjà le cas, qu'il y a plein de non-francs et que maintenant, il faut que ça prenne de l'ampleur et qu'on arrive à aller plus loin au niveau français et européen. Je pense que c'est un premier levier collectif. Alors, oui. Moi, c'est vrai que je suis assez convaincue par l'idée que les consommateurs peuvent nous aider, en fait, un peu à l'avenir de ces poules patron, justement, à aller faire en sorte que demain, il y ait plus d'informations sur les produits qu'on consomme. En fait, qu'on se dise tout simplement, ça devrait être un devoir. Les marques et distributeurs devraient afficher ces informations. C'est pas normal, en fait, qu'on n'ait pas ces infos. S'ils ont accès à ces infos, qu'ils nous les donnent, en fait, tout simplement. Parce que ça nous permettrait de choisir et de pas se faire avoir par le marketing. Donc, moi, je suis pour réfléchir à tout système qui pourrait permettre un peu à l'avenir de ces patrons d'aller voir des marques ensemble, en fait,
Nous, on est un organisme. Bon, on est une petite équipe, mais si on a plein de consommateurs à nos côtés qui vont voir ces marques, ces distributeurs, évidemment, ça va pas fonctionner. En fait, j'en suis assez convaincue. Donc ça, c'est le premier point. Donc, je suis très ouverte à toute réflexion. Et peut-être qu'il y a des choses à faire ensemble aussi. Deuxième point, en effet, moi je pense que nous on fait beaucoup de plaidoyer. Planet Score a été développé en fait avec des ONG, avec notamment l'USC de choisir, 60 millions de consommateurs, beaucoup de scientifiques pour pouvoir justement agir sur les marchés, mais aussi influencer au niveau France et au niveau européen. Et on a toujours besoin on a besoin de créer des collectifs. Peut-être on va avoir besoin, peut-être on peut réfléchir pareil à des campagnes qui sont un petit peu moins, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on fédère plutôt des acteurs techniques, mais peut-être qu'il y a des choses à faire en touchant plus de parties prenantes, plus le grand public et des étudiants. Il y a plein de choses à faire, plein de choses à imaginer. Ouais, je me répète, mais je pense qu'il faut vraiment que le consommateur soit beaucoup plus au centre. Et au centre, en fait, dans la co-construction et sur le fait, on est toujours le destinataire final, finalement, de tout ce qu'on va créer et on n'est jamais inclus dans la création, ce qui est quand même assez étonnant. Et à partir du moment où on va être inclus, ça change totalement la donne et en fait, on arrive aussi à remettre en question des idées reçues qui sont pas forcément les bonnes. En disant qu'il y a toujours parler du prix bas, les consommateurs veulent le plus bas, etc. Je suis pas sûre. Enfin, en tout cas, c'est que patron, c'est la preuve exacte que c'est pas le cas. Et c'est pas le cas si je suis dans la construction de mon acier, je suis au centre et que je comprends pourquoi. Et si on remet en perspective aussi ce genre de pensée, je reviendrai sur la sécurité sociale de l'alimentation, ça permet aussi de se dire, peut-être que la logique, c'est pas le prix le plus bas et en fait de niveler vers le bas, c'est peut-être de se dire, il faut qu'on construise les produits, les projets, en tout cas que nous, consommateurs, on veut voir, on veut consommer, et puis derrière, trouver des moyens de pallier justement au fait qu'il y a des personnes qui n'ont pas accès à ce type de produit pour des raisons moyennes. Et là, on laisse par exemple des systèmes comme la sécurité sociale de l'alimentation. Mais je veux qu'on laisse aussi le prix en commençant par mettre le consommateur au centre. Et ça, je crois que ça va vraiment changer notre façon de voir les choses. Et aussi, le plaidoyer, moi, j'y crois, mais je le mets moins en tout cas, je pense que le plaidoyer vient dans un second temps. Dans le sens où j'ai l'impression qu'il faut qu'on agisse, qu'on se mobilise, qu'il se passe des choses, et quand on prouve que ça se passe, derrière, qu'on puisse aller le pousser pour aller l'inscrire l'inscrire de façon durable aussi, et même dans la loi, mais en tout cas, de pas attendre que ce soit la loi qui me devance, ça n'arrivera pas. Donc, voilà. Ouais. Et moi, pendant la préparation, j'ai envoyé un podcast que j'ai trouvé super intéressant. Si vous voulez aller regarder, c'est un coordinateur du GIEC, un sociologue, sur Vlan, qui parle en fait de... Comme c'est un sociologue, lui il dit la transition écologique, c'est surtout une transition civilisationnelle de mode de vie. Donc ça va prendre du temps. Et donc même si les gens savent comment faire pour transitionner, en fait, il n'y a pas forcément une réalité sur le terrain parce que il se passe, il faut étudier justement pourquoi est-ce que ça met du temps, qu'est-ce qui fait que c'est pas acceptable socialement. Moi, je trouvais ça super intéressant. Et du coup, je me dis souvent, en fait, on dit tout le temps c'est le prix et tout, mais en réalité, on n'a jamais eu autant de budget pour acheter des fringues, des produits de consommation sur Amazon, etc. Enfin, je veux dire, quand on voit au niveau global, il y a beaucoup de gens qui achètent beaucoup de choses. Enfin, je pense qu'on n'a jamais autant acheté. C'est en fait la question du prix, c'est la question de qu'est-ce qu'on considère comme important et là où on veut mettre de l'argent. Et en fait, on est juste, je pense, même nous, on se le remet, quoi. C'est le prix, c'est cher et tout. En réalité, on a, enfin,
En fait, on n'a jamais eu autant de budget alimentaire, mais qui a été remplacé finalement par de la consommation de gadgets, ce choses qui nous permettent certainement de nous sentir mieux dans la vie de cette société. Donc, voilà, je pense que, en tout cas, je vous aide d'écouter ce podcast et je pense que la question du prix, elle est un petit peu... malheureusement, elle est pas assez... Moi, je trouve qu'elle n'est pas assez bien traitée encore parce que c'est pas vrai, je pense que c'est qu'une perception. Et je pense que si on changeait de mode de vie, certainement, on aurait plus de budget et on considérait que ça vaut le coup de mettre un petit peu plus d'argent sur ce qu'on mange. Ouais, absolument d'accord. Et ça ramène un chiffre que je suis pas sûre si c'est exactement correct, mais qu'il y a 50 ans, c'était un tiers du salaire dédié aux courses alimentaires et aujourd'hui, c'est moins de 7%. Donc, ça aussi, c'est un élément qui est un peu caché. Mais on m'a dit, je me le cause ainsi comme madame du temps. Donc, je pense qu'on peut faire la session. Ouais. On peut faire les questions avec un verre à la main. C'est plus simple. Et du coup, merci beaucoup et merci à tous les pays. C'était vraiment... Quelques déos qui nous attendent dans la salle à thé et comme ça, nous invite des questions pour plein de support. Là, c'est mieux.